Les voleurs de radium. Ce soir-là, Hallyday dormit à l'hôtel dans la chambre voisine de notre appartement. Toute la nuit, je l'entendis gémir et crier dans son sommeil. De toute évidence, sa captivité à la villa lui avait brisé les nerfs. Le lendemain matin, nous fûmes totalement incapables de lui soutirer le moindre renseignement. Il se bornait à répéter que les quatre grands disposaient d'un pouvoir sans limite. S'ils parlaient, leur vengeance serait terrible. Après le déjeuner, il partit rejoindre sa femme en Angleterre, tandis que Poirot et moi restions à Paris. J'étais de plus en plus impatient d'en découdre, sans trop savoir comment, mais la passivité de Poirot m'exaspérait. Pour l'amour du ciel, Poirot, m'écriai-je, allons-y, attaquons-les. Admirable, mon ami, admirable. Allons où? Attaquons qui? Précisez de grâce. Les quatre, naturellement. Cela va sans dire. Mais par où commenceriez-vous? Allons trouver la police, hasardai-je, sans grande conviction. Ils nous accuseraient de faire du roman, dit Poirot avec un sourire. Nous n'avons rien de concret, rien de solide. Nous devons attendre. Attendre quoi? Qu'ils fassent le premier pas. En Angleterre, tout le monde comprend et adore la boxe, n'est-ce pas? Eh bien, quand l'un des deux boxeurs ne bouge pas, l'autre est obligé d'attaquer. En laissant l'initiative à son adversaire, on en apprend long sur sa tactique. Voilà notre rôle, laisser l'autre camp passer à l'offensive. Vous pensez que les quatre vont le faire? Demandai-je sceptique. Je n'ai aucun doute là-dessus. Pour commencer, ils essaient de me faire quitter l'Angleterre, leur plan échoue. Ensuite, nous intervenons dans l'affaire de Dartmoor et nous sauvons leurs victimes du gibet. Et hier, une fois de plus, nous contrecarrons leur projet. Assurément, ils n'en resteront pas là. Tandis que je méditais ce raisonnement, un coup fut frappé à la porte. Sans attendre d'y être invité, un homme entra et referma derrière lui. Grand, maigre, le teint brouillé et le nez légèrement busqué, il portait un pardessus boutonné jusqu'au menton et un feutre rabattu sur les yeux. « Veuillez pardonner cette entrée un peu cavalière, messieurs, dit-il d'une voix feutrée, mais l'affaire qui m'amène est assez spéciale. » Il s'avança en souriant et s'assit devant la table. Je voulus bondir de mon siège, mais Poirot me retint. « De fait, votre intrusion est fort cavalière. Exposez-nous l'objet de votre visite, voulez-vous ? » « C'est très simple, mon cher Poirot. Vous avez contrarié mes amis. »« De quelle manière ? » ?»« Allons, allons, monsieur Poirot. Posez-vous sérieusement la question. Vous en connaissez la réponse aussi bien que moi. Cela dépend, monsieur. Qui sont vos fameux amis ? Sans un mot, l'homme sortit un étui à cigarettes, l'ouvrit et y préleva 4 cigarettes qu'il jeta sur la table. Puis il les ramassa et le remit dans l'étui qu'il rangea dans sa poche. « Ah ah, dit Poirot, c'est donc cela. Et que suggèrent-ils, vos amis ? Ils vous suggèrent, monsieur, d'employer vos talents, par ailleurs remarquables, à la résolution d'énigmes ordinaires. Reprenez vos anciens passe-temps et levez le voile sur les mystères des ladies de la haute société londonienne. Programme de tout repos, dit Poirot, et si je refuse ? L'homme eut un geste éloquent. Nous en serions profondément navrés, dit-il, de même que tous les amis et les admirateurs du grand Hercule Poirot. Mais les regrets, si vifs qu'ils soient, n'ont jamais ramené un homme à la vie. Voilà qui est dit avec délicatesse, murmura Poirot en hochant la tête. Et si j'accepte ? Dans ce cas, j'ai plein pouvoir pour vous offrir une compensation. Il exhiba un portefeuille et jeta sur la table 10 billets de 10 000 francs. Ce n'est là qu'une garantie de notre bonne foi, dit-il. Vous recevrez 10 fois cette somme. Je me levai d'un bond. Crénon, vous osez croire ? Asseyez-vous, Hastings, ordonna Poirot. Mettez une sourdine à votre belle honnêteté et restez assis. Quant à vous, monsieur, qu'est-ce qui m'empêche de téléphoner à la police et de vous livrer à eux pendant que mon ami vous tient en respect ? Faites, si cela vous paraît judicieux, dit calmement notre visiteur. Écoutez, Poirot, je n'y tiens plus, m'exclamai-je. Appelez la police et finissons-en. Je me précipitai vers la porte et m'y adossai. L'air songeur, comme s'il était en proie à un débat intérieur, Poirot murmura. Apparemment, c'est la réaction qui s'impose. Mais vous vous méfiez des réactions qui s'imposent, hein, dit notre visiteur en souriant. Allez-y, Poirot, insistai-je. Vous en acceptez la responsabilité, mon ami. À l'instant où le détective soulevait le combiné, l'homme bondit sur moi avec la souplesse d'un chat. J'étais prêt à faire face. Nous luttâmes au corps à corps, titubant tout autour de la pièce. Soudain, je le sentis glisser et perdre l'équilibre. Je poussai mon avantage, et il s'affaissa à mes pieds.
C'est à ce moment-là, dans l'ivresse de la victoire, qu'un phénomène extraordinaire se produisit. Je me sentis brusquement projeté en avant. Je heurtai le mur, tête la première, et me retrouvai par terre, bras et jambes emmêlés. Le temps que je me relève, la porte se refermait déjà sur mon ci-devant adversaire. Je me précipitai, secouai la poignée, mais nous étions enfermés de l'extérieur. J'arrachai le téléphone des mains de Poirot. « Allô, la réception ? Un homme sort d'ici, il faut l'arrêter. C'est un grand type, avec un feutre mou et un pardessus boutonné jusqu'au col. Il est recherché par la police. » Moins de 5 minutes plus tard, nous entendîmes du bruit dehors, dans le couloir. La clé tourna dans la serrure et la porte s'ouvrit toute grande. Le directeur en personne apparut sur le seuil. « Vous l'avez attrapé » criai-je. « Non, monsieur, personne n'est descendu. Vous l'avez certainement croisé. » « Nous n'avons rencontré personne, monsieur, je ne comprends pas qu'il ait pu s'échapper. »« Mais si, vous avez croisé quelqu'un, dit Poirot de sa voix aimable. Un employé de l'hôtel, peut-être. Seulement un serveur avec un plateau, monsieur. »« Ah, soupira Poirot d'un ton qui en disait long. Lorsque nous eûmes enfin réussi à nous débarrasser du directeur de l'hôtel, tout émoustillé par l'affaire, Poirot fit observer. Voilà donc pourquoi son pardessus était boutonné jusqu'au col. « Je suis vraiment navré, Poirot, murmurai-je d'un air penaud. Je croyais l'avoir bel et bien terrassé. »« Oui, il vous a fait une prise japonaise, j'imagine. Ne vous désolez pas, mon bon ami. Tout s'est passé comme il l'avait prévu. C'est ce que je voulais. » Avisant un objet marron qui traînait par terre, je bondis en m'exclamant « Qu'est-ce que c'est que ça ?» C'était un mince portefeuille de cuir brun que notre visiteur avait manifestement perdu au cours de la bagarre. Il contenait, outre 2 factures au nom de M. Félix Lahon, un bout de papier plié en 2 qui me fit bondir le cœur dans la poitrine, une demi-feuille de calepin portant quelques mots au crayon, mais des mots d'une extrême importance. La prochaine réunion du Conseil aura lieu vendredi matin à 11h, 34 rue de l'Échelle. Le message était signé d'un grand 4. Nous étions aujourd'hui vendredi et la pendule de la cheminée indiquait 10h30. « Bon sang, quelle chance !» m'écriai-je. « Les dieux sont avec nous, mais il nous faut partir immédiatement, quelle occasion inouïe !»« Voilà donc pourquoi il est venu, » murmura Poirot, « tout s'explique. »« Qu'est-ce qui s'explique ? Venez donc, Poirot, ne restez pas là à rêvasser. » Poirot me regarda en secouant lentement la tête, le sourire aux lèvres. « Voulez-vous entrer dans mon salon » dit l'araignée à la mouche. « Ce sont bien les paroles d'une de vos comptines anglaises, n'est-ce pas ? Non, non, ils sont subtils, mais pas aussi subtils qu'Hercule Poirot. Qu'est-ce que vous racontez, Poirot ? Mon bon ami, je me demandais la raison de cette démarche. Notre visiteur espérait-il vraiment m'acheter ou m'effrayer au point de me faire renoncer ? Peu vraisemblable. Mais alors, pourquoi était-il venu ? Maintenant, je comprends tout. Un plan très précis, fort bien exécuté. Le prétexte de me soudoyer ou de m'intimider, la bataille nécessaire qu'il n'a pas cherché à éviter et qui lui donnait l'occasion de perdre son portefeuille de façon naturelle, et enfin, le guet-apens, rue de l'Échelle, 11h du matin. Que nenni, mon bon ami, on n'attrape pas Hercule Poirot si facilement. Miséricorde, hoquetai-je. Le front soucieux, Poirot réfléchissait. Il reste une chose que je ne comprends pas. Laquelle ? L'heure, Hastings. Le moment choisi. S'il voulait m'attirer dans un piège, la nuit aurait été assurément plus propice. Pourquoi cette heure matinale ? Un événement se prépare-t-il ce matin ? Un événement qu'ils sont anxieux de cacher à Hercule Poirot ? Nous verrons bien, conclut-il. Je reste ici, mon bon ami. Ce matin, nous ne bougeons pas, nous attendons la suite ici. Ce fut à 11h30 précises qu'arriva la convocation sous la forme d'un petit bleu. Poirot l'ouvrit puis me le tendit. Le télégramme provenait de Madame Olivier, la savante mondialement célèbre que nous étions allés voir la veille dans le cadre de l'affaire Hallyday. Elle nous demandait de venir à Passy sans délai. Nous obéîmes sans perdre une seconde. Madame Olivier nous reçut dans le même petit salon. Je fus de nouveau frappé par l'extraordinaire personnalité de cette femme, brillante émule de becquerels et d'écuries, au long visage de religieuse et aux yeux fiévreux. Elle en vint directement au fait. « Messieurs, vous m'avez rendu visite hier à propos de la disparition de monsieur Hallyday.
Je viens d'apprendre que vous êtes ensuite revenu ici pour voir ma secrétaire, Inès Véronneau. Elle a quitté la maison avec vous et n'est pas revenue depuis. Est-ce tout, madame? Non, messieurs, ce n'est pas tout. Le laboratoire a été cambriolé cette nuit. On a emporté plusieurs documents précieux et des rapports. Les voleurs ont tenté de prendre quelque chose d'encore plus précieux, mais par bonheur, ils n'ont pas réussi à ouvrir le grand coffre. Madame, voici les faits. Votre ex-secrétaire, Madame Véronneau, était en réalité la comtesse Rossakoff, une voleuse experte, et c'était elle la responsable de la disparition de Monsieur Hallyday. Depuis combien de temps travaillait-elle pour vous? 5 mois, monsieur. Ce que vous me dites est stupéfiant. C'est néanmoins la vérité. Ces documents étaient-ils faciles à trouver, ou alors fallait-il connaître les lieux? C'est assez curieux que les voleurs aient su exactement où chercher. Vous pensez qu'Inès... Oui, c'est elle qui les a renseignés, j'en suis convaincu. Mais quelle est cette précieuse chose que les voleurs n'ont pu emporter? Des bijoux? Madame Olivier eut un fin sourire. Quelque chose d'infiniment plus précieux, monsieur. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle et, se penchant en avant, ajouta à voix basse. Du radium. Du radium? Oui, monsieur. J'en suis maintenant au stade ultime de mes expériences. Je possède à titre personnel un petit morceau de radium et on m'en a prêté par ailleurs une certaine quantité pour mettre au point le procédé auquel je travaille en ce moment. Si petite que soit la quantité, elle représente une grande partie de la réserve mondiale et vaut des millions de francs. Et où est-il ce radium? Dans une boîte en plomb à l'intérieur du grand coffre-fort. À voir comme cela, le coffre a l'air d'un modèle ancien et hors d'usage. Mais ne vous y fiez pas. En réalité, il est d'une solidité à toute épreuve. C'est sans doute pour cela que les cambrioleurs n'ont pas réussi à l'ouvrir. Combien de temps encore allez-vous garder ce radium en votre possession? 2 jours, monsieur, pas davantage. Mes expériences auront alors abouti. Les yeux de Poirot brillèrent, et Inès Véronneau le sait? Bien, alors nos amis vont revenir. Pas un mot de ma visite à quiconque, madame. Mais dormez rassurée, je vous sauverai votre radium. Avez-vous une clé de la porte du laboratoire, celle qui communique avec le jardin? Oui, monsieur, la voici. J'en ai un double pour moi. Et voici la clé de la porte du jardin, celle qui donne sur l'allée, séparant cette villa de la maison voisine. Je vous remercie, madame. Ce soir, couchez-vous comme si de rien n'était, n'ayez crainte et laissez-moi agir. Mais ne dites rien à personne, surtout pas à vos 2 assistants, mademoiselle Claude et monsieur Henri, c'est bien cela? Poirot sortit de la villa en se frottant les mains avec une évidente satisfaction. Que faisons-nous maintenant? Demandai-je. Maintenant, Hastings, nous allons quitter Paris pour l'Angleterre. Quoi? Nous allons faire nos valises, déjeuner et prendre un taxi pour la gare du Nord. Mais le radium? Nous partons pour l'Angleterre, mais je n'ai pas dit que nous arriverions là-bas. Réfléchissez un instant, Hastings. Il est évident que nous sommes surveillés, suivis. Il faut faire croire à nos ennemis que nous retournons en Angleterre, et le meilleur moyen, c'est qu'ils nous voient monter dans le train et partir. Et nous descendrons discrètement à la dernière minute, c'est cela? Non, Hastings, pour satisfaire nos ennemis, il faut un départ en bonne et due forme, rien de moins. Mais le train ne s'arrête pas avant Calais. Il s'arrêtera si nous payons. Allons donc, Poirot, même en payant, on ne peut pas arrêter un express, le mécanicien refuserait. Mon cher ami, n'avez-vous jamais remarqué la petite poignée qui s'appelle un signal d'alarme? Tout usage abusif entraîne une amende de 100 francs, je crois. Oh, vous allez faire ça? Pas exactement. Un de mes amis, Pierre Combeau, s'en chargera à ma place. Pendant qu'il fera une grande scène au contrôleur devant tous les voyageurs, bouche bée, nous disparaîtrons sans bruit, vous et moi. Le moment venu, nous exécutâmes le plan de Poirot. Pierre Combeau, un vieil ami de Poirot qui connaissait manifestement très bien les méthodes du petit détective, accepta de se prêter au jeu. Aux abords de la banlieue parisienne, il tira le signal d'alarme et fit un esclandre, dans la meilleure tradition française, ce qui nous permit, à Poirot et à moi, de descendre du train sans que personne ne s'intéressât à notre départ. Notre première préoccupation fut de nous métamorphoser. Poirot avait emporté à cet effet dans une petite valise tout l'équipement nécessaire. À l'issue de cette transformation, nous étions devenus 2 vagabonds vêtus de salopettes crasseuses. Après avoir dîné dans une auberge éloignée de tout, nous rebroussâmes chemin vers Paris. Il était près de 11 heures lorsque nous nous retrouvâmes devant la villa de madame Olivier.
Nous inspectâmes les deux côtés de la rue avant de nous faufiler dans l'allée. L'endroit paraissait désert. Une chose était certaine, personne ne nous suivait. Je ne m'attends pas à ce qu'ils soient déjà là, me chuchota Poirot. Ils ne viendront peut-être que demain soir, mais ils savent qu'il ne leur reste que 2 nuits pour voler le radium. Avec force précaution, nous tournâmes la clé dans la serrure. La porte du jardin s'ouvrit sans bruit et nous franchîmes le sol. Soudain, le coup s'abattit, complètement inattendu. En quelques instants, nous fûmes cernés, ligotés et bâillonnés. Il devait être une bonne dizaine. Toute résistance était inutile. Ils nous soulevèrent et nous emportèrent comme 2 vulgaires paquets. À mon extrême satisfaction, ils nous emmenèrent vers la villa de Madame Olivier et non dans la direction opposée. À l'aide d'une clé, ils s'introduisirent dans le laboratoire et nous y transportèrent. L'un des hommes se pencha devant un grand coffre dont la porte pivota sur ses gonds. Je sentis un désagréable frisson me parcourir l'échine. Nos agresseurs allaient-ils nous enfermer là-dedans et nous y laisser mourir lentement d'asphyxie ? Je m'aperçus alors avec stupeur que le coffre s'ouvrait sur un escalier qui s'enfonçait dans le sol. On nous poussa sans ménagement dans cet étroit passage et nous débouchâmes bientôt dans une vaste pièce souterraine. Une femme se tenait là, grande et majestueuse, le visage dissimulé sous un masque de velours noir. À en juger, d'après ses gestes impérieux, c'était elle qui dirigeait les opérations. Les hommes nous balancèrent par terre et nous laissèrent seuls avec la mystérieuse créature au masque. Pour moi, cela ne faisait aucun doute. Nous étions en présence de la Française inconnue, le numéro 3 des 4 grands. Elle s'agenouilla pour nous ôter nos bâillons, mais sans défaire nos liens. Puis, se redressant, elle nous fit face et, d'un brusque geste, retira son masque. C'était Madame Olivier. « Monsieur Poirot, murmura-t-elle d'un ton moqueur, le grand, le remarquable, l'unique Monsieur Poirot. Je vous ai envoyé un avertissement hier matin. Vous n'avez pas jugé utile d'en tenir compte. Vous avez cru pouvoir jouer au plus fin avec nous. Et voilà le résultat. » Il y avait chez cette femme une froide méchanceté qui me glaça jusqu'à la moelle, d'autant qu'elle contrastait avec le feu ardent qui brûlait dans ses yeux. Elle était folle, belle et bien folle, mais sa folie était celle du génie. Poirot la regardait, bouche bée. « Voici la fin, dit-elle posément. Nous ne pouvons tolérer qu'on se mette en travers de notre chemin. Avez-vous une dernière requête à formuler ?» Jamais je ne m'étais senti si près de la mort. Poirot, quant à lui, se montra sublime. Il ne tiqua pas, ne blêmit pas, il continua de la regarder avec une curiosité soutenue. « Votre psychologie m'intéresse énormément, madame. Je déplore qu'il me reste si peu de temps pour l'étudier. Oui, j'ai une requête à formuler. Un condamné à mort, je crois, a toujours le droit à une dernière cigarette. J'ai mon étui sur moi. Si je pouvais... » Il regarda ses mains entravées. « Mais comment donc ?» dit-elle en riant. « Vous voudriez que je vous délie les mains, c'est bien cela ? Vous êtes intelligent, Hercule Poirot, je le sais. Je ne vais pas vous détacher. Mais je vais vous donner une cigarette. » S'agenouillant près de lui, elle prit l'étui de Poirot et en sortit une cigarette qu'elle lui mit entre les lèvres. « Et maintenant une allumette, dit-elle en se redressant. « Ce n'est pas nécessaire, madame. » Une intonation nouvelle dans la voix de Poirot me fit tressaillir. Madame Olivier la remarqua elle aussi. « Ne bougez pas, de grâce, madame, sinon vous le regretterez. Connaissez-vous un tant soit peu les propriétés du curare ? Les Indiens d'Amérique du Sud enduisent leurs flèches de ce poison. Une simple égratignure entraîne la mort. Certaines tribus utilisent une petite sarbacane. Moi aussi, voyez-vous, j'ai ma petite sarbacane, fabriquée sur le modèle d'une cigarette. Je n'ai qu'à souffler. Ah, vous sursautez. Pas un geste, madame. Le mécanisme de cette cigarette est fort ingénieux. Quand on souffle, un dard minuscule, une sorte d'arête de poisson, fend l'air vers sa cible. Vous ne souhaitez pas mourir, madame. Par conséquent, je vous implore de libérer mon ami Hastings. Je ne peux pas me servir de mes mains, mais je peux tourner la tête, comme ceci, voyez, et vous tenir en respect, madame. Ne commettez pas d'erreur, je vous en conjure. Lentement, les mains tremblantes, le visage convulsé par la rage et la haine, Madame Olivier se pencha et obéit.
Dès que je fus libre, Poirot me donna ses instructions. Vos liens vont servir pour madame, Hastings, voilà, parfait. Est-elle solidement attachée? Dans ce cas, veuillez me libérer. Il est heureux qu'elle ait renvoyé ses sbires. Avec un peu de chance, nous trouverons la voie libre. Quelques instants plus tard, Poirot se tenait debout à mes côtés. On ne tue pas Hercule Poirot si facilement, madame. Je vous souhaite le bonsoir, fit-il en s'inclinant. Elle ne put répondre à cause de son bâillon, mais la lueur meurtrière qui brilla dans ses yeux me terrifia. Je priai le ciel de ne jamais retomber entre ses mains. 3 minutes plus tard, nous sortions de la villa et traversions le jardin en toute hâte. La route était déserte. Il ne nous fallut pas longtemps pour quitter le secteur. À ce moment-là, Poirot éclata. Je mérite tout ce que m'a dit cette femme. Je suis un triple idiot, un âne batté, un imbécile au dernier degré. J'étais fier de n'être pas tombé dans leur piège. En fait, ce n'était même pas un piège. Ils savaient que je le découvrirais. Ils comptaient même là-dessus. Et le vrai piège m'attendait ailleurs, précisément là où je me suis laissé prendre. Cela explique tout. Pourquoi ils ont capitulé si facilement, relâché Hallyday? Madame Olivier était le cerveau, Vera Rosakoff seulement le lieutenant. Madame Olivier avait besoin des idées de Hallyday, elle avait le génie nécessaire pour combler les lacunes qui l'arrêtaient. Lui. Oui, Hastings, nous savons maintenant qui est le numéro 3, une femme sans doute la plus grande savante du monde. Imaginez l'intelligence de l'Orient, la science de l'Occident et 2 autres personnages dont nous ignorons encore l'identité. Mais nous devons les démasquer. Demain, nous rentrons à Londres pour nous atteler à cette tâche. Vous n'allez pas dénoncer Madame Olivier à la police? Je ne serais pas cru. En France, cette femme est une idole, et nous ne pouvons rien prouver. Nous aurons de la chance si ce n'est pas elle qui nous dénonce. Comment ça? Réfléchissez, on nous trouve chez elle la nuit, munis de clés, qu'elle jurera ne nous avoir pas données. Elle nous surprend devant son coffre et nous prenons la fuite après l'avoir bâillonnée et ligotée. Ne vous faites aucune illusion, Hastings. Nous sommes les dindons de la farce.